Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de La Voix au chapitre, avec effectivement Daniel Thierry. Qui connaît Edwige Marion ici? Ah, alors déjà, pardon, oui, Edwige Marion, vous connaissez, très bien. Alors Edwige Marion, c'est l'héroïne principale des livres de Daniel Thierry. Qui a lu Daniel Thierry alors? Ah, c'est bien, on va vous faire découvrir, c'est bien, très bien. Alors, Edwige Marion, effectivement, c'est l'héroïne de vos livres depuis 14 romans. Ça avait commencé en 96 avec Le sang du bourreau. Véronique Rivon rappelait combien vous avez été récompensé. Vous avez commencé votre carrière en 95, carrière d'écrivain, puisque vous avez dit effectivement que vous avez été policière. Carrière d'abord à la brigade des mineurs à Lyon, brigade des stupes. Vous avez été chef de la brigade des stupes de Lyon, major du concours de commissaire à 29 ans. Vous avez donc créé et dirigé aussi la brigade de sécurité des chemins de fer, à l'époque où il était temps d'amener beaucoup de sécurité dans les chemins de fer, ça rigolait pas. À 44 ans, première femme donc nommée commissaire divisionnaire, qui est le plus haut grade des commissaires dans la police. Et puis vous avez aussi dirigé la sûreté d'Air France, et c'est dans le cadre de cette fonction qu'un soir, le soir de Noël 94, vous êtes appelé... alors que le vol Alger-Paris est pris en otage par le GIA, et c'est le GIGN qui donnera l'assaut après 54 heures. Vous vous souvenez forcément de ce Noël 94? Vous étiez à Air France depuis combien de temps d'ailleurs à l'époque? Alors, à vrai dire, bonsoir déjà, mesdames, messieurs. Je suis vraiment impressionnée par toute cette foule. D'habitude, il y a moins de monde qui se précipite pour me voir. Oui, le 24 décembre 1994, je ne suis pas encore à Air France. Je suis en train d'y aller. Voilà, l'arrêté doit être pris. L'arrêté est signé par le directeur général de la police et le ministre. C'est pas facile d'accepter un détachement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je donne l'information. Il y a à peu près en France une centaine de commissaires de police, bon an, mal an, il y en a peut-être moins à certains moments, qui sont placés en position de détachement ou de mise à disposition, qui sont des positions administratives, auprès de grandes entreprises. Généralement, ce sont des entreprises nationales, ce qui était le cas d'Air France à cette époque, qui n'était pas encore à capitaux privés. Donc c'était une entreprise publique, quasiment, quoi. Et comme il y en avait d'autres, parce que par la suite, j'ai été appelée à travailler pour France Télécom et les quelques grands opérateurs de téléphonie, et également au sein de la Poste, non pas comme facteur, mais comme directrice de la sûreté. Et croyez-moi, si on a l'occasion d'en parler, ça n'était pas une partie de rigolade, parce qu'il y a des vraies missions de sûreté dans ces entreprises. Donc Air France avait à l'époque quelques soucis avec la prise en compte de la sûreté, parce que ces entreprises, elles ont un cœur de métier. Air France fait voler des avions, transporte des passagers, transporte du fret. Mais quand elles sont menacées de quelque chose qu'elles ne connaissent pas forcément, dont elles ne connaissent pas l'origine, elles ont besoin de professionnels pour justement faire le tour de tout ça, puis éventuellement mettre en place les dispositifs qui vont permettre de lutter. Et les gens d'Air France que j'avais connus dans une autre vie, à l'époque où je m'occupais de police ferroviaire et où eux dirigeaient la RATP, nous avions énormément échangé, évidemment, sur des sujets relatifs à la sécurité. Alors, je fais le petit delta entre la sécurité et la sûreté. La sûreté, c'est ce qui relève de la malveillance, alors que la sécurité est ce qui relève de la technique. C'est-à-dire qu'une visite de sécurité d'un avion, ça va être de s'assurer que les pneus sont gonflés, que le train va sortir, qu'il y a bien du carburant, que voilà, il ne manque rien, que les boutons verts et rouges sont en position. Donc ça ne relève pas de la police, effectivement. Alors ça ne relève pas de la police. Et en revanche, on fait la distinction avec sûreté, parce que la sûreté est tout ce qui relève de la malveillance, et là, c'est vraiment la police. Donc il y avait des menaces qui pesaient sur cette compagnie. Les dirigeants le subodoraient, mais n'en avaient pas... Personne ne pouvait leur dire exactement de quoi ils retournaient. Donc ils avaient décidé qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour mettre en place cette unité, cette direction de la sûreté qui permettait justement à la fois de faire l'état des lieux, de savoir un peu comment ça marchait, l'état de la menace aussi, parce qu'en période de terrorisme,
On est menacé, mais on ne sait pas toujours par qui ni par quoi. Et des périodes de terrorisme en France, c'est tout le temps, comme ça c'est simple, hein, on est toujours en phase parfois un peu plus aiguë que d'autres, mais on est toujours dans des phases de pré, de post ou de terrorisme. C'est comme un volcan, si vous voulez. Parfois, il est un petit peu en sommeil et puis, périodiquement, il va avoir des répliques. Et donc là, ils avaient des doutes, ils ne savaient pas trop comment apprécier ça. En interne, les gens ne savaient pas trop faire. Donc, ils m'avaient demandé de venir. À l'époque, j'étais dans une autre fonction. Et comme je n'avais pas la possibilité de partir trop rapidement, j'avais demandé de commencer début janvier 1995. Et puis voilà que j'étais en vacances, figurez-vous, c'était donc Noël. J'avais invité la famille parce que pour une fois, comme j'étais entre deux postes, je me suis dit, je suis tranquille parce que alors, les fêtes, les week-ends, c'est très erratique dans ces métiers, surtout quand on dirige de gros services, comme c'était mon cas. On est toujours appelé au milieu de la nuit, le dimanche. Donc cette année-là, je me suis dit, je suis tranquille. Donc j'organise le réveillon j'organise Noël chez moi. Donc il y a toute la famille qui est là. Le 24 décembre au matin, j'ai quand même eu le temps d'aller faire le marché pour préparer deux, trois petites... au moins de quoi manger. Je ne savais pas encore ce qui se passait, évidemment. Et puis, vers 11h, on m'a appelé, c'était mon directeur général, qui, lui, était en partie passer les fêtes aux Antilles, donc qui ne pouvait pas être là non plus tout de suite, comme ça, parce qu'on a beau dire, ça presse. Et donc, à Paris, il n'y avait que le président d'Air France, qui était Christian Blanc, à l'époque. Oui. Et donc, c'était la salle de commandement d'Air France, de la salle de trafic, qui m'appelait pour me dire « Je vais vous passer le président Christian Blanc parce qu'il a des choses à vous dire. » Oh bon, je me suis dit « alors, je ne suis encore pas en poste. Que se passe-t-il » Et c'était donc... il me dit « Je crois qu'on a un petit problème à Alger. Il semblerait que notre avion qui est sur le point de décoller ait été pris en otage. Donc, si vous pouviez nous renseigner un peu, regarder un petit peu ce qui se passe. » Voilà. Il faut dire que j'étais allée à Alger quelques semaines auparavant, quand même, pour me rendre compte que j'y avais rencontré des collègues à moi, dont un qui était en poste à l'aéroport. Dans le cadre de votre future fonction ? Oui. Ah, d'accord. Déjà, j'avais un peu anticipé. Il était en poste à l'aéroport et il m'avait dit... voilà, hein, j'ai 300 gars, mais il y en a la moitié qui viennent du quartier des... Terroristes. Voilà, pas terroristes, mais où le GIA était très implanté, ce fameux quartier des Eucalyptus, à Alger, qui est en bout de piste, de l'aéroport. Et il me dit, voilà, la moitié qui viennent de là, donc je ne maîtrise pas tout. À l'époque, l'aéroport était une espèce de chantier à ciel ouvert. Il y avait des travaux partout, donc c'était une espèce de gruyère, en gros. Alors, ils faisaient leur boulot, hein, attention, hein, les Algériens le faisaient peut-être même un peu trop, sur certains côtés. Mais personne ne maîtrisait, n'était en mesure de dire s'il pouvait se passer quelque chose ou pas. Voilà, ça se passe ce jour-là, le 24 décembre. Air France avait du personnel de sécurité sur place. Mais évidemment, ces gens étaient pourtant armés, mais bien menacés par des kalachnikovs. Tout le monde s'exécute. D'ailleurs, ils exécutent plusieurs otages, d'emblée, tout de suite, comme ça. Il y a eu 4 morts, là, sur place, à Alger. Voilà, donc, à 11h30, j'étais au siège d'Air France, et j'en suis revenue 3 jours après. Alors, je suis quand même repassée un peu à la maison, quand même, prendre une douche, et puis faire coucou à la famille qui a réveillonné sans moi et qui a fait la fête sans moi. Voilà. Mais jusqu'où pouvait aller votre intervention, sachant que vous n'étiez pas nommé officiellement, vous aviez quand même un pouvoir de
Alors de là, décision. il faut savoir une chose, c'est que dans une situation comme celle-là, on n'a aucun pouvoir en interne. Hein. Les gens de la compagnie n'ont aucun pouvoir, parce que là, c'est du domaine de la police. Mais vous êtes police détachée. Alors moi, j'étais en détachement, mais déjà, comme vous le dites, justement, je n'étais pas encore en poste. Et deuxièmement, je n'exerce pas la police au sein de l'entreprise. Je fais que... Donc là, le rôle, c'est plutôt de faire de l'information, du conseil aussi, et puis parce que tout le monde s'en mêle. Hein. Tout le monde s'en mêle, du haut en bas de le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Et un peu comme c'est commode, il y en a un qui dit un truc, l'autre dit le contraire, parce que si ça parlait toujours d'une même voix, ça serait très bien. D'autant plus qu'on était avant la campagne présidentielle en plus. Exactement. Ça n'arrangeait pas les choses. On était avant la campagne. Il y avait beaucoup de tirages entre un Premier ministre qui était Édouard Balladur. Et c'était Pasqua à l'intérieur. Et Pasqua, ministre de l'Intérieur. Oui, donc qui ça ne vous aidait pas. Hein, bon. Ouais. Qui ne se laissait pas faire. Et puis il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas négliger, c'est que la première partie de l'affaire se passe en territoire étranger. Ça se passe en Algérie. Donc il y a une notion aussi de souveraineté de l'État. L'idée a consisté, là pour le coup, à ce que justement on oblige quasiment, enfin je dis obligé, on suggère fortement aux Algériens qu'on obtienne d'eux, des autorités algériennes, qu'ils laissent partir cet avion avec les otages et avec les terroristes. Parce qu'eux voulaient intervenir là-bas. Et là, pour les avoir vus à l'œuvre plusieurs fois, je pense qu'on n'aurait pas été dans le cas de figure de la résolution finale de cette affaire. Voilà. Tout ça pour dire que la grande partie des négociations avec les preneurs d'otages sur le territoire algérien, évidemment, on n'était pas concernés. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu de négociations à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était que l'avion vienne en France. Les preneurs d'otages, eux, voulaient qu'il vienne à Paris. Alors, ils avaient des explosifs, on l'a su, on l'a constaté après, mais c'était officiellement ce qu'ils voulaient, eux, c'était une tribune. Ils voulaient que la presse soit là pour les entendre, ils voulaient s'exprimer, ils voulaient une conférence de presse, ils voulaient que ça se fasse à Paris. Comme on n'était pas très rassurés sur le fait qu'on l'a vu beaucoup plus tard, hein, avec le 11 septembre, parce que ça, de 2001, c'était des choses auxquelles on ne pensait pas à cette époque-là. On ne pensait pas que des gens dans les avions, enfin on ne pensait pas. Les professionnels que nous étions en avion un peu quand même la crainte, mais il y avait beaucoup de pseudo-spécialistes, notamment psychologues, psychiatres, qui disaient non, mais l'action kamikaze, elle est quasiment impossible dans un avion parce que il y a le syndrome d'enfermement. Quand vous êtes sur la route, que vous conduisez un camion bourré d'explosifs, par exemple, vous pouvez toujours faire marche arrière, ou vous arrêter au moins, ou lancer le camion, sauter en marche et lancer le camion. Quand vous êtes dans un avion, vous êtes sûr d'y passer. Donc, psychologiquement, on nous expliquait que ce n'était pas possible. Bon, on en a vu l'illustration plusieurs années après. Ça a fait une espèce de déflagration, d'ailleurs, dans le monde du trafic aérien. Mais voilà, à ce moment-là, on pensait on disait que quand même il y a un risque qu'ils jettent l'avion qu'ils fassent exploser l'avion au-dessus de Paris, ou que ça fasse donc quelque chose d'extrêmement, de très très gros dégâts. Et la négociation a consisté avec eux à faire poser l'avion à Marseille. Et après, faire intervenir le GIGN, qui l'a fait d'ailleurs dans des conditions absolument incroyables pour qu'il n'y ait pas eu plus de dégâts. Et moi, j'ai vu l'avion après, je crois qu'il y avait 1000 impacts dans le cockpit. Et à peu près 1 millier d'impacts. Donc c'est énorme. Bon. Le seul qui a été blessé, c'est le commandant de bord qui a sauté. Ouais. Non, le copilote a sauté. Ouais. Enfin, le mécano, je ne sais plus lequel. Enfin, ils étaient 3.
Et donc c'est un cas-sauté qui a une trentaine de fractures quand même, parce que c'est très haut. Hein, le cockpit d'un avion, ça représente, je sais pas, 3 ou 4 étages, à peu près. Et puis le commandant de bord qui, lui, a reçu une balle dans le bras parce qu'il avait le chef du commando dans les bras au moment où l'intervention s'est faite. Donc ce garçon, en fait, lui a sauvé la vie, quoi. On peut dire ça. Voilà. Alors ça, c'est évidemment, c'est mon premier jour de boulot à Air France, donc on imagine bien que c'est quand même c'est une sacrée... Ça le met dans le bain. Oui, c'est une plongée dans le grand bain. Mais je dirais presque que pour beaucoup et pour beaucoup d'entre vous ici qui avez vu ces images 1000 fois de l'intervention du GIGN, on se dit, bon, bah là, l'affaire est finie. C'est terminé. On a réglé le problème, on a perdu un avion, bon, on a perdu 4 otages. Bon, c'est triste. Mais pour moi, chef de la sûreté d'Air France, ça ne fait que commencer. Là, le truc commence, parce qu'il faut quand même savoir qu'après, il faut gérer la crise, les unités de crise, les cellules de crise. Dans ces cas-là, elles restent vivantes au moins 1 an. Pendant 1 an, on gère les contre-coups de ces affaires. On a l'impression que c'est fini, tout le monde reprend son boulot. Ben non, les pilotes ne veulent plus piloter, les personnels commerciaux, enfin, stew, hôtesses, ne veulent plus travailler. De tout l'équipage, à part les trois pilotes qui ont retravaillé, celui qui était blessé évidemment longtemps après, le commandant de bord assez longtemps après, il a eu du mal, mais parmi le personnel commercial, personne n'a jamais retravaillé. Et la compagnie Air France n'est pas allée en Algérie pendant 10 ans. Voilà. Donc, on a l'impression que... On a fait tous les films qui ont été faits, et tous les commentaires et les documentaires qui ont été faits sur ce sujet-là, et j'en ai connu bien d'autres à Air France, parce que je suis restée quand même presque 5 ans. On ne parle toujours que de l'événement et de sa résolution, et après, c'est fini. Alors que ça ne fait que commencer à ce moment-là. Bien, on a fait une longue parenthèse qui était passionnante, en tout cas dans les coulisses. Merci, non, c'est très très bien. En tout cas, on est loin en 94, de l'éducatrice spécialisée que vous étiez à vos débuts quand même. Hein. Ah oui. Vous arrivez de loin. Oui, j'arrive de loin. Déjà, je suis très âgée, donc quelle était l'idée en vous dirigeant vers cette profession au départ? De laquelle? L'éducatrice spécialisée. Alors bon, c'est un peu mon histoire personnelle, familiale. Bon, vous l'avez dit, madame, vous l'avez dit tout à l'heure, mon père, et il est décédé il y a déjà quelques années. Il était policier, mais bon. Il entraînait les. Oui. Voilà, il avait le grade, il était sous-brigadier de police. Et voilà, papa, lui, c'était un petit enfant pauvre de la campagne. On est tous nés en Bourgogne, dans un milieu rural. Mais les parents de ma mère étaient agriculteurs, mais très modestes. Et mon père, alors lui, c'était vraiment le plus pauvre, le niveau le plus pauvre. Il n'est pas allé à l'école. À 10 ans, il fallait qu'il garde les vaches pour travailler un peu, gagner un peu de sous. Donc mon père, il n'avait pas de certificat d'études, et puis voilà, il a vécu sa vie comme commis de ferme jusqu'à la guerre. Et au moment de la guerre, il était blessé. Il est entré dans un réseau de résistance, et en 1944, il était blessé dans un champ par des Allemands qui les avaient surpris en train de faire je ne sais quoi. Et donc il a failli mourir ce jour-là. Il a eu la vie sauve grâce au curé du village qui le voyant en vraiment très mauvais état, l'a fait transporter par le corbillard à l'hôpital de Dijon en disant « J'amène un mort à la morgue ». Bon, les Allemands n'ont pas cherché plus loin, mais c'était moi une que je ne sois pas ici ce soir avec vous. Parce que quand même, je n'étais pas née à cette époque-là. Hein. Je suis vieille, mais pas tant que ça. Pas à ce point-là. Et voilà, donc après ça, évidemment, c'est un héros... je mets des guillemets à héros parce que j'aime pas trop l'expression héros
Il y a toujours les revers de la médaille chez les héros. Lui, c'était presque, peut-être comme beaucoup, presque un héros malgré lui, quoi. En tout cas, l'administration, après, lui a proposé d'entrer dans la fonction publique au titre des bons services rendus et de cet acte considéré comme un acte héroïque. Donc. Et il ne voulait pas être fonctionnaire, ça n'intéressait pas. On lui a dit, la police, encore moins. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il dit, moi, je voulais être boxeur. Voilà, donc, on lui a dit, dans la police, il y a besoin de sportifs. Il avait découvert le rugby pendant son service militaire. Enfin, il était sportif. Mon père, c'était un beau gars. La tête d'Alain Delon et la corpulence de Lino Ventura. Ah oui, voilà. Hein? Donc, vous allez faire des envieuses. C'était plutôt un beau mec. Donc, il avait pas mal de succès avec les filles aussi. Et il voulait faire du sport. Alors, on lui dit, oui, pourquoi pas. Donc, il est allé à l'école de police de Sens. Et il n'a pas passé de concours, rien du tout. Il est rentré comme ça. Et puis là, il a fait une formation. Donc, il n'a pas fait de boxe parce que le truc était déjà pris. Mais on lui a dit, du judo, ça ne te dirait rien? Ah oui. Donc, il a fait du judo. Il a été un des premiers professeurs de judo en France, quand même. Ça a été un des premiers diplômés à cette époque. Il était ceinture noire. Et puis, il a fait, avec un collègue à lui, du centre de sport, de formation de sport pour la police, Centre national de formation de sport pour la police. Ils ont créé une méthode qui réunissait plusieurs techniques de sport de combat, notamment le judo, l'aïkido, tout ça, karaté. Et ils ont fait la méthode de self-défense que les policiers ont utilisée. Encore, moi, quand je suis arrivée à l'école des commissaires de police, en 1976, on étudiait encore avec cette méthode. La méthode Thierry. Denis, c'était papa. Thierry, c'est le nom de mon mari, parce que quand je me suis mariée, on prenait le nom de son mari, on ne nous demandait pas notre avis. Mais donc c'était la méthode Avril, et papa était en photo avec son copain Avril sur cette méthode. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Bon, après, moi, je voulais... j'étais bonne élève, quand même. J'avais beaucoup de facilité à l'école. J'ai fait des études classiques, lettres classiques. J'ai des institutrices qui se sont beaucoup battues pour ça, parce que mon père, il n'était pas de mauvaise foi, mais il venait quand même d'un milieu où c'était plutôt les femmes au foyer. Ouais. L'homme allait travailler, puis la femme, elle restait s'occuper des enfants et du mari. Très important. Et alors... Donc il ne vous poussait pas forcément dans les études? Non, il ne me poussait pas dans les études. Il ne voyait pas trop l'intérêt d'aller si loin. Donc, moi, j'ai eu mon bac. Et puis après, et puis il y avait d'autres enfants derrière. On était 4 enfants. Donc, il disait, les études, c'est bien joli, mais il faudrait quand même penser un peu à travailler. Donc, l'éducation spécialisée, j'y reviens. C'était un peu la possibilité de faire une formation. Je voulais faire mon droit, quand même, en même temps. Et travailler donc, comme éducatrice spécialisée, en formation, ça me permettait d'avoir une ressource et d'être autonome. Il y avait aussi dans votre philosophie l'envie d'être utile aux autres. Alors, ça, oui. Non, mais ça, c'était... Ça, c'était en vous, ça. Voilà, ça, c'était depuis toujours. Vous voyez beaucoup de filles, d'ailleurs, à cet âge-là, 17 ans, 18 ans, qui veulent servir à quelque chose, pas seulement à faire la cuisine et amener les pantoufles au mari le soir quand il rentre. Donc, être utile collectivement, j'entends. Moi, je voulais... ça c'est passé par plein d'idées. C'est passé par aller enseigner, voir les petits Africains à Tombouctou, aller faire des chantiers, des grands travaux à Cuba, à ma période gauchiste. Vous êtes en 68, vous êtes quand même face aux policiers, quoi. Ah oui, je suis face à eux. Et comment? C'est d'autant plus incroyable quand même qu'un jour, je suis flic, j'ai ma carte de flic. Qui l'eût cru? Oui, incroyable. Voilà. Donc, alors que vous étiez plutôt une fille qui se révoltait contre l'ordre établi, quoi.
Ah ben, oui, l'ordre établi à condition qu'il... Moi, je voulais qu'on m'explique. Voilà. Quand je disais à mon père, je veux faire... Il me disait non. Je lui disais, mais pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas faire des études ? Pourquoi je ne peux pas être... Je sais pas. Parce que tu es une fille. Ben, non, ça ne me convenait pas comme explication. C'était largement insuffisant. Et quand l'idée de la police, à travers lui, c'était un petit peu de la provocation aussi. Oui, un petit défi, quoi. Voilà, c'était aussi une façon de me rebeller. Mon père avait découvert la fonction publique, donc pour lui, c'était très important, tout ça. Et il disait, mais il faut être fonctionnaire. Il m'avait fait faire passer 3 mois au PTT, aux chèques postaux. Alors, quand j'ai fini les 3 mois pendant les vacances, j'ai su au moins ce que je ne voulais pas faire. C'était une certitude que je n'irais jamais faire ce genre de boulot. Alors je le défiais, je lui disais, la fonction publique, pourquoi pas ? Mais la police, la police, non mais... Le jour où il y aura des femmes dans la police, les poules auront des dents. Non, on a bien regardé, elles n'ont toujours pas de dents, les pauvres poules. Mais voilà, c'était des choses qu'il avait du mal un petit peu à comprendre et à entendre. Et j'ai biaisé, en réalité. J'ai passé mon temps avec lui et ma mère, qui était pas du tout de mon côté, en plus de ça. C'est-à-dire qu'elle ne m'a jamais défendue, quoi. Elle a jamais... Ouais. Et j'ai passé mon temps avec eux à biaiser pour pouvoir faire quand même passer les trucs. Et puis l'éducation spécialisée, c'était un défi aussi. C'était un défi. J'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 19 ans, même pas. Donc votre père a appris que vous étiez flic. Le jour où vous avez eu le diplôme, il ne le savait pas avant que vous le passiez ? Non, il l'a su avant parce que finalement, il a quand même, à un moment donné, consenti à regarder un peu les choses autrement. Et alors, il y avait toujours un petit peu ce jeu entre nous, c'est-à-dire que moi, je le défiais tout le temps. Alors en 68, je vous explique pas, parce qu'il était flic à Dijon en plus, là où je faisais mes études. Donc bon, ça a chauffé quand même, sérieusement entre nous. Mais après, quand je disais, oui, de toute façon, en gros, c'était de toute façon, il n'y aura pas de femmes dans la police. Puis un jour, quand même, il tombe lui sur un avis de concours. Donc c'était exactement il y a 50 ans. Et ça ne nous rajeunit pas. Donc c'était début 69. J'étais enceinte de mon premier enfant. J'étais éloignée de la famille. Un jour, il m'a envoyé un truc qu'il avait découpé dans le journal en me disant, tiens, alors, tu vois, ça y est. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je dis, alors ça, c'est pour moi, c'est sûr. Ça, c'est évident que c'était pour moi. Donc c'était un concours d'officier de police adjoint, ce qui correspond aujourd'hui au grade de lieutenant. Les 3 corps de police, gardien de la paix gradé, major, ça c'est le premier corps d'application. Le 2e corps de commandement, les lieutenants, capitaines, commandants. Et le 3e corps, le corps de conception et de direction, les commissaires de police, qui sont donc les patrons de tous les autres. Voilà. Donc c'était le corps intermédiaire, au grade de lieutenant, qui était inspecteur aussi, On a subi des réformes successivement dans ce métier, mais c'est souvent pour des questions d'évolution des carrières. Ça n'a rien à voir avec... On parlait tout à l'heure de votre volonté aussi de vous révolter contre l'ordre établi. Est-ce qu'en allant dans la police, c'est aussi une volonté de se dire je vais quand même aller voir à l'intérieur et éventuellement, si je peux, j'irai faire bouger les choses ? C'était quand même ça le principal. Le premier défi, c'était d'aller faire un métier qu'a priori, les femmes ne pouvaient pas faire. Parce qu'on n'arrêtait pas de nous dire, c'est pas un métier. D'ailleurs, les affiches sur les murs des commissariats, elles ont été là encore très longtemps. La police, engagez-vous, la police, un métier d'homme. Ah oui. Bienvenue, mesdames. Donc ça a été... moi, je les ai vues en arrivant tout de suite. La première chose que j'ai vue, c'était ça. Et puis après, elles sont restées longtemps en place. Donc c'était... Première chose, il n'y a pas de femmes. Donc moi, il suffit qu'on me dise non pour que j'ai envie d'aller voir, quand même.
Et puis pas seulement d'aller voir, hein, parce que là, il fallait y aller. Et puis ensuite la place que pouvaient prendre ces femmes, l'ouverture était toute petite là, à ce moment-là, hein, puisqu'on nous recrutait officiellement. Donc moi, le concours que je passe, il y a 50 ans aujourd'hui, enfin à cette époque-là, c'était 500 postes. C'était des gros recrutements, hein. C'était les générations baby-boom. Il fallait renouveler les cadres. Beaucoup d'anciens étaient partis. Et il y avait 15 postes, 15 places pour les femmes. Sur 500. Bon, c'était bien. Hein. Oui, il faut commencer par quelque chose. Non, mais c'était très bien parce que 500 hommes... Le fait que vous soyez major du concours, ça vous permet de choisir votre poste ou pas? Alors normalement, oui. Sauf que là, alors j'étais pas major du concours d'entrée, parce que j'ai même été presque... Enfin, j'étais la dernière des femmes, et j'aurais même pas dû passer le cap. Bon, j'avais des excuses, hein. J'ai eu mon petit bébé, qui était tout petit, j'avais pas préparé le concours, voilà, les conditions n'étaient pas optimales, mais j'ai fini 15e. Et voilà qu'au dernier moment, j'étais 15e des femmes au concours. Au dernier moment, ils décident de donner le 15e poste à un homme. Allez savoir pourquoi. Donc au lieu de 15, on était 14 déjà. Et puis il y en a une qui s'est désistée en cours de route, donc j'ai pris sa place. Mais sinon, je sais pas si je l'aurais repassé d'ailleurs. Non, j'étais major de sortie, ce qui n'est pas la même chose. C'est encore plus important. Et major de sortie, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Coluche, l'inspecteur La Bavure. Oui. À un moment donné, je crois que je sais plus si c'est au début, il y a cette espèce de grand-messe. Donc il y a un grand tableau. Oui. Ils choisissent leur poste. Alors ça se passait comme ça, sauf que nous, les femmes, notre sort était déjà scellée, puisqu'on allait toutes dans les brigades des mineurs. Voilà. Est-ce qu'il y avait une curiosité pour l'humain qui vous attirait aussi dans la police, pour aller voir ça de plus près, pour aller ausculter la société presque? Déjà être aux premières loges. Alors, vous avez dit tout à l'heure que peut-être entrer pour voir ce qui se passait à l'intérieur, ça c'est sûr. Parce que quand même, pendant 68, qu'est-ce qu'on leur mettait aux flics, quoi, hein. Puis alors, c'était l'ennemi juré, quoi. Ouais. On en voyait partout. On se faisait beaucoup d'illusions. Il n'y en avait pas tant que ça, mais on en voyait partout. Et puis, c'était l'ennemi à combattre. C'était enfin, les discours, je me souviens, moi j'étais allée à Paris, à la Sorbonne, parce que ça, à Dijon, c'était mou. Donc, il fallait que ça remue un peu plus. On entendait de ces discours quand même très, très effrayants, qui n'étaient pas tous faux, hein, attention, hein, mais bon. En attendant, le meilleur moyen de savoir ce qui se passe, c'est d'aller voir à l'intérieur. Et puis, si on veut agir, c'est bien gentil de rester sur le bord et de dire il n'y a pas ça, ça c'est pas bien. Non, il faut aller dedans, se rendre compte, et puis, si on le peut, et moi c'est ce que je me suis employée à faire quand même pendant les 38 ans que j'ai passé dans cette maison, essayer de bouger les choses, de les faire changer. Et en même temps, donc, d'ausculter aussi la société, de voir... Ça, c'est le premier travail. Hein. Camus disait que le policier est au cœur des choses, et c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de... On est confronté au quotidien à tout ce que la société a de pire. Donc, forcément, on a aussi des moments où on dit « Attention, là, encore faut-il être convaincant, faut-il être écouté, faut-il que... » Alors ça passe par nos instances professionnelles, souvent, par nos syndicats. J'ai dirigé le syndicat des commissaires pendant 3 ans, donc je ne me suis pas privée d'aller porter des discours et d'essayer de me faire entendre par des ministres qui n'étaient pas toujours... Bon, il y en avait un, entre autres, qui s'appelait Charles Pasqua. Il était charmant, hein. Il a toujours été charmant, mais bon... Mais il écoutait quand même. J'avoue que c'était pas le pire. J'en ai connu d'autres qui étaient moins ouverts. Alors, vous dites que effectivement les femmes à l'époque c'était direction brigade des mineurs systématiquement. Pour quelle raison d'ailleurs? Parce qu'on considérait que c'était les enfants, donc il fallait mettre les femmes. Oui, c'était aussi simpliste que ça. Déjà, il y a le contexte. Hein. Si vous voulez, les brigades de mineurs, elles sont issues
du contexte de deux guerres successives qui ont été très rapprochées dans le temps et qui ont jeté dans la rue de nombreux enfants. Parce que ça, on oublie toujours un peu justement de resituer les choses dans leur contexte. La Première Guerre mondiale, les hommes étaient à la guerre ou étaient morts. Moi, dans mon village, il y en a 20 qui sont morts, sur un village de 150, c'est quand même pas mal. Donc qu'est-ce qui restait ? Il restait des vieux ou des enfants, et puis des femmes qui faisaient ce qu'elles pouvaient pour faire tourner les fermes, pour faire que la vie continue. Et donc il y a énormément d'enfants qui se retrouvaient abandonnés, livrés à eux-mêmes. Bon, là-dessus, la Deuxième Guerre arrive, qui n'arrange rien, et donc les autorités de la France, l'État français statue sur le sort de ces enfants, et restructure et structure toute la partie judiciaire les concernant dans l'ordonnance de 1945. Donc cette fameuse ordonnance qui crée également les brigades. Alors, brigade des mineurs, c'est une appellation qui n'est pas tout à fait exacte, parce que ce sont les brigades de protection de l'enfance. Brigade des mineurs, ça voudrait dire que ce sont des mineurs auteurs, alors que là, on ne traite que des mineurs victimes. Victimes de tout, de mauvais traitements, de sévices, de tout ce qu'on veut. Là, quand même, vous côtoyez un peu le pire de la nature humaine, quand même. Là, moi, je prends un choc. Les premières semaines à cette brigade, je prends un choc très, très, très violent. Et pourtant, je viens de passer 3 ans comme éducatrice spécialisée. Donc, j'ai déjà vu déjà des tas de choses. Mais je ne les vois que dans le suivi, pas à l'origine du problème. Je ne vois pas. J'ai vu des enfants qui ont subi des sévices, qui ont été battus, qui ont été tués. Dans ma période d'éducatrice, ceux-là, évidemment, je ne les ai pas vus, puisqu'ils ne sont plus vivants. Donc, j'ai vu des enfants qui subissent des traumatismes, qui ont subi des traumatismes, qui sont suivis. J'ai vu des enfants dont le père s'est suicidé devant eux. J'ai vu tout un tas de choses, mais je n'ai pas vu quand même en vrai, j'ai pas le fait au moment où il se produit, parce que là, on est quand même dessus. Donc la première autopsie à laquelle mon patron, qui n'était pas il n'aimait pas ça. Il disait toujours c'est dur, une autopsie. Oui, c'est dur. Donc un jour, il me dit tiens, vous allez y aller à ma place. Donc oui. Et je me suis dit, j'étais fière quand même, parce que je me dis, c'est une marque de confiance. Moi, toute jeune, j'avais 22 ans quand même. Je débarque là. Et il m'avait dit que c'était un enfant qui avait été maltraité. Et j'arrive, c'était 2 enfants qui étaient morts et qu'on allait autopsier. Donc là, quand même, je suis revenue ce jour-là un peu barbouillée, en me disant, si c'est ça tout le temps. Et c'était ça tout le temps. Voilà. Donc après, on se reprend en main. On se dit, t'es venu là, alors justement, il faut peut-être quand même essayer de... On perd quand même pas mal d'illusions sur la nature humaine. Tout de suite. Ouais. Mon premier patron, d'ailleurs, qui n'était pas celui dont je parle là, qui n'est pas les autopsies, il me disait, tu verras, c'est un métier où en quelques jours, tu vas perdre ton innocence. L'innocence au sens un peu biblique, c'est-à-dire que tout ce en quoi on a pu croire encore, dans des périodes où on était étudiant, où on avait, on prônait les idées de Rousseau. L'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. On est là, on fait un virage à... Oui, c'est pas la société, c'est la nature humaine. Voilà. Ouais. Mais il y avait des gens à qui il ne fallait pas dire ça, ils ne voulaient pas l'entendre. Parce qu'à l'époque, on parlait assez peu de ces sujets-là, d'infanticide, de maltraitance des enfants, etc. Quand vous en parliez autour de vous, de ce que vous voyez dans votre quotidien, dans votre famille, on vous croyait ou pas ? Non, on ne me croyait pas. Non. Ouais. Non. Je reviens là-dessus parce que je suis en train de réécrire un livre autobiographique qui a déjà été... Une première version a été publiée il y a une 20aine d'années. Et là, je suis en train de la reprendre. Donc, je me replonge un peu dans ces... Elle s'arrêtait à 94, pour préciser. Ouais. Voilà, elle s'arrêtait en 94.
je me replonge un peu dans cette période-là et j'ai le souvenir d'une affaire de viol d'une petite fille. Bon, vous lirez le livre, comme ça vous en aurez les détails. Et cette histoire me prend tellement me prend en cœur. Je dois partir en vacances et dans la famille, puisque à l'époque on va encore en vacances dans la famille. Et je dois partir en vacances et je dis à mon mari, tu pars tout seul, je te rejoindrai parce que je veux arrêter ce type. Voilà, je voulais pas m'en aller avant de l'avoir foutu au trou. Bon, donc ça prend quelques jours et quand je reviens, je vois que la famille ne comprend pas pourquoi j'ai différé mes vacances, quoi. Pour eux, c'est... Donc c'est la première fois où je leur parle de l'histoire. Je ne rentre pas trop dans les détails, je leur parle de l'histoire. Et là, je vois qu'on ne me croit pas. Voilà. C'est comme si j'inventais des trucs pour pas arriver en même temps. Pour vous faire remarquer, quoi. Pour me faire remarquer, pardon. C'est ça. C'est parce qu'il y a un moment donné dans la alors aujourd'hui, évidemment, hein, on parle de ça il y a 50 ans, donc... En 50 ans, la société a évolué, le monde a changé à une vitesse qui est sidérale. Hein. On peut même à peine se rappeler que à ce moment-là, quand on allait sur une scène de crime, on n'avait pas de téléphone portable, évidemment. On n'avait même pas souvent un appareil radio pour communiquer entre nous. On n'avait rien. On arrivait comme ça avec nos petites affaires. Tout le monde pataugeait partout. On faisait ce qu'on pouvait, en gros. Hein. Techniquement, on n'était pas aidés. Mais donc, du coup, la communication ne se faisait pas non plus. Ces affaires-là n'étaient pas... On disait, oh, c'est glauque. Hein. Ben non, c'est pas glauque, c'est la réalité. C'est juste qu'elles sont très difficiles à entendre. On a du mal à communiquer là-dessus parce que c'est compliqué. Alors après, on a commencé à voir des films, on a commencé à voir des gens qui ont un peu pris la parole. Et puis, l'évolution de la communication, la volatilité, la rapidité des échanges, et évidemment l'arrivée de Sa Majesté Internet a fait que d'un seul coup, plus rien n'a pu rester secret. Mais à cette époque-là, pour les gens qui n'étaient pas informés, franchement, c'était inaudible. C'était inaudible. Même dire qu'on avait, je le raconte aussi, même dire qu'on avait vu, moi j'avais 11 ans, quand j'allais prendre le bus, il y avait un exhibitionniste sur mon chemin. Donc le premier jour, puis je me dis, le soir, je n'ose pas en parler à mes parents. Le lendemain, il est encore là. Je me dis, donc je n'ai pas pu en parler dans la famille, parce que ce n'était pas possible. Donc j'ai biaisé, je commençais déjà à prendre les petites... Donc j'avais raconté que c'était une de mes copines. C'était pas moi, c'était une de mes copines de classe qui avait vu ma mère outrée. Mais comment c'est possible? Enfin, elle ment. C'est une petite vicieuse. Voilà. Donc c'était pas facile, c'était pas simple. Et c'est vrai qu'on ne nous croyait pas toujours. Sans faire de la psychologie de comptoir, est-ce qu'aujourd'hui l'écriture vous sert quelque part un peu à vous libérer quand même de toutes ces horreurs auxquelles vous avez pu être confronté dans votre carrière? Alors, sûrement pas de psychanalyse, hein. Justement, je précise. Ni de comptoir, ni de l'autre, d'ailleurs, parce que je ne suis pas passée sur le divan. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Mais il est vrai que l'écriture a été un formidable moyen à la fois de transmettre quelque chose. Alors, évidemment, moi, je suis plus dans une veine réaliste. Hein. Quand j'écris des trucs, en général, c'est pas forcément arrivé, mais c'est pas forcément arrivé à moi. Je les romance pour que ce soit lisible, parce que j'ai fait du document aussi. Hein. J'ai commis quelques livres où on parle de vraies affaires qui ont existé. Mais dans tout ce que je raconte, il y a forcément une empreinte très forte et très profonde du métier, avec les exigences aussi qui s'y attachent. À savoir que quand je raconte une affaire, j'ai encore le souci du détail et du réalisme. Voilà. Et sur la libération, donc, d'écrire? Et sur la libération, ça a été souvent un moyen
de passer à autre chose. Alors, comment vous dire Madame, tout à l'heure, vous avez gentiment cité le livre que j'ai écrit qui a eu le prix du Quai des Orfèvres, qui s'appelle « Des clous dans le cœur ». Alors, c'est pas par hasard, ce titre, parce que l'image m'est venue un jour où j'ai fait un livre sur la police judiciaire de Versailles, sur les 100 ans de la brigade criminelle de ce service. Et j'ai évidemment ouvert tous leurs gros dossiers, qu'on a parfois attribués à d'autres, et notamment au fameux 36 Quai des Orfèvres, mais qui ont été des affaires de Versailles. L'affaire Landru, l'affaire Markovic, enfin bon, plein de choses comme ça que vous pourrez lire si un jour vous tombez sur ce livre qui s'appelle 100 ans de la brigade criminelle de Versailles. Et j'interviewais beaucoup les enquêteurs, parce que moi, mon travail d'écriture, c'est un travail d'enquêteur. Je suis profondément une enquêteuse, je suis profondément une enquêtrice, au fond. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller creuser, c'est d'aller chercher, c'est de savoir, c'est de comprendre. Et quand une affaire n'aboutit pas, alors là, c'est le summum de la frustration. De la frustration et aussi de quelque chose qu'on n'a pas été capable de mener au bout. Ce qui est important, c'est pas tellement la vérité, parce que la vérité, chacun a la sienne. On peut en trouver une, et puis quand on regarde, on se penche comme ça, on va voir une autre facette de cette vérité. Ce qui m'importait toujours, moi, c'est la justice. C'est de rendre justice. Alors, je ne suis pas juge, mais c'est que justice soit faite. Une victime qui n'a pas été, à qui on n'a pas rendu justice, pour moi, c'est un problème. Voilà. Donc, évidemment que ces affaires, j'en ai rencontré, donc avec les enquêteurs, et si un jour vous avez l'occasion d'en parler avec eux de façon intime, parce que pas sur un plateau de télé, mais là c'est presque intime ce qu'on fait là ce soir, même si vous êtes nombreux. Quand on parle avec eux, on se rend compte que toutes ces affaires qui ne sont pas résolues, qui sont restées impunies. Alors là, déjà, on entre dans un domaine qui n'est pas le mien, c'est-à-dire la punition. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va... Je ne suis pas juge, j'applique la loi, je la fais respecter, je l'applique et je veux que justice soit rendue. Mais quand c'est pas le cas, ça hante. Quand c'est pas le cas, ça reste comme cette image qui m'est venue un jour. J'interviewais la jeune femme qui a conduit l'enquête sur l'affaire Estelle Mouzin. Ouais. Donc cette petite fille qui a disparu il y a maintenant 14 ans. Plus, je pense. Plutôt 15 30 ans. Non, pas tant. non, pas 30. Non, c'est début des années 2000, je crois 2003 ou 2004. Et dont on n'a jamais rien retrouvé, ni d'elle, ni... Alors bon, il y a une hypothèse qui a été longtemps, qui est encore... Fourniret. Qui est celle de Fourniret. Et l'enquêtrice en question m'en avait parlé de lui, en me disant, mais c'est... Voilà, il y a juste un truc qui coince, c'est ce fameux appel téléphonique, enfin on ne va pas refaire l'affaire, mais en tout cas, elle, quand elle me parlait de cette affaire, on voyait, j'étais presque émue, il y avait une émotion incroyable, parce qu'elle me disait, mais vous vous rendez compte, elle s'était mariée, elle avait des enfants, elle avait toujours le dossier quand même, comme un sac de patates sur le dos, un truc qu'elle traîne, et elle me dit, j'ai beau essayer de le lâcher, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tant que l'affaire ne sera pas résolue, qu'on n'aura pas retrouvé cette petite fille et son assassin, parce que maintenant, il y a de fortes chances qu'elle soit morte, je ne peux pas, me disait-elle, regarder mes enfants normalement. Voilà. Alors, c'est pas tout le temps, elle n'est pas obsédée par ça, mais il y a des gens qui ont été obsédés par des affaires qu'ils n'ont pas résolues. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, j'avais l'impression que c'était comme un clou, c'est un truc qui vous empêche de respirer. Et donc je me suis dit, ça sera le titre du roman, que j'ai consacré d'ailleurs un petit peu en partie à ces enquêteurs de la PJ de Versailles, parce que franchement, il y a des gens formidables dans ce métier. Il y en a qui ne le sont pas, je vous l'accorde, il y en a même beaucoup, mais il y en a qui sont formidables.
Et ça, moi, mes clous dans le cœur, j'en ai quelques-uns. Et quand j'ai écrit les histoires, quand j'écris, même en les romançant, si j'ai pu au passage donc faire valoir peut-être une idée que j'avais de ce qui avait pu se passer, ou peut-être une certitude, mais que je ne pouvais pas, parce que moi je n'ai pas droit à l'intime conviction en tant que policier, mais je peux émettre des hypothèses, je peux pas en faire état, mais dans un roman je peux le faire. Et finalement, parfois, ça m'a apaisée. Voilà. C'est pas de la psychanalyse à 2 balles, ouais. Mais ça a un côté apaisant. Au moins, je me dis bon, je peux quand même arriver à passer à autre chose. L'avantage de la romancière, c'est que vous concluez l'enquête à chaque fois. Oui, alors là, c'est le cas. C'est bien. Là, c'est le cas, je l'ai conclu. Ce livre s'appelle Affaires classées. Je ne sais pas si vous aurez eu l'occasion de le lire, pour ceux qui me connaissent. C'est une histoire vraie et que j'ai traitée quand j'étais donc à Lyon. Et voilà, et c'était une histoire de syndrome de Munchausen par procuration. Et c'était des gros mots pour les magistrats à l'époque. Dès ils me disaient vos histoires de psy, c'est des conneries, tout ça. Amenez-moi des faits. Bon, ben voilà, il n'y en avait pas, donc pas assez en tout cas. Vous expliquez effectivement que vous romancez aussi les enquêtes que vous avez vécues, ce que vous avez pu observer, mais quand même, quand on lit les scènes que vous décrivez dans le dernier roman, notamment Sex Doll, et la scène d'ouverture, on se dit quand même, vous avez une imagination qui doit vous faire peur à vous-même parfois, non ? C'est tellement horrible ce que vous décrivez comme crime parfois. Non, je décris la vie, moi. Hein, Mais vous avez ça dans votre tête ? Non, mais après, c'est la manière dont on le raconte. Mais ça, ce sont des choses. Quand vous l'écrivez, ça procure quelque chose ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non. J'arrive à garder la je distance. me dis là, il faut que j'en remette un petit peu parce que les gens aiment bien. Non, c'est pas ça. C'était le. C'est ce qu'on appelle l'accroche du livre. Mais c'est d'une précision. Ce que Tchekhov appelait la loi de Tchekhov. Vous savez, c'est la loi du fusil de Tchekhov. Non, c'est quoi ? Tchekhov dit que quand vous voyez quelque chose à la première scène, il faut que ça vous reste jusqu'au bout et que surtout, à un moment donné, ça serve. Voilà. Ben là, je vous confirme, ça sert. Et donc, voilà, j'applique les règles de Tchekhov. C'est pas mon imagination, Non, parfois mes rêves me font peur, mais ça, j'y peux rien. Ça, c'est l'inconscient, c'est le subconscient, on appelle ça comme on veut, mais et parfois ils me servent aussi. Ils me servent non pas à me poser des questions sur où vais-je, où cours, qui suis-je, pourquoi je rêve ça. Ça m'est un peu égal. Ça, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais pouvoir en faire dans On n'est pas très surpris, depuis ce que vous nous dites depuis 50 minutes, que finalement, dans vos romans, les femmes soient quand même plus gâtées que les hommes. Plus gâtées et plus... Enfin, gâtées. Elles n'ont pas des vies simples non plus. Leur vie privée s'imbrique avec leur vie professionnelle, mais vous épargnez moins les hommes que les femmes, non ? Oh, c'est un hasard. Non, mais c'est vrai que j'ai côtoyé des femmes quand même assez exceptionnelles. Hein. Celles dont vous parlez dans les livres, en général, vous les avez croisées. Oui. Ouais. Bon, alors Edwige Marion, vous allez me poser la question. Donc non. Non. Mais vous allez répondre déjà, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu moi. Et c'est quand même pour tout vous dire, Edwige Marion, elle n'était pas destinée à faire autant de trajets. Ouais. Hein. Au départ, c'était pas ça l'idée. Justement, j'avais goûté un petit peu de la série avec qui est numéro 1. Avec Olivier Marchal, Sophie Duez. Et je me disais que c'était pas forcément judicieux de créer un personnage récurrent. Et puis, quand j'ai fait le premier avec elle, je voulais vraiment montrer comment une femme vivait avec un groupe, à la tête d'un groupe d'hommes. Elle dirige un groupe de police criminelle. Comment ça se passe, les relations, cette espèce de famille de substitution qu'elle se crée, elle, parce que elle a une vie privée erratique. Voilà, et ça n'a pas changé, parce qu'au fil des livres, elle change de mec tout le temps. Elle n'arrive pas à faire sa vie, quoi. Dès qu'elle en trouve un, il lui paraît bien. Puis, au bout d'un moment, elle dit comme les autres.
Et en revanche, bien qu'elle ne soit pas du tout homosexuelle, Marion, elle est entourée de femmes qui sont des femmes fortes, qu'elle apprécie, avec qui elle a des relations qui sont à la fois filiales parfois. Bon, Marion, elle est un peu comme moi, c'est un petit peu la mère du régiment quand même. Elle aime bien s'occuper des gens, elle aime bien s'occuper des autres. Dès qu'il y en a un qui ne va pas, elle le voit. Donc du coup, elle s'oublie un peu. Hein. En fait, je n'allais pas vous demander si vous lui ressembliez, j'allais plutôt vous demander si ce n'était pas elle qui s'inspirait de vous. Oui, aussi. On peut voir ça comme ça. Oui, les femmes dont vous parlez dans le livre, notamment la criminologue, ce sont des femmes que vous croisez, des légistes, etc., que vous avez croisées dans votre carrière. Des femmes qui vous ont impressionné aussi. Tous les personnages que je mets en scène, je les ai croisés, je les connais. D'accord. Et la psy, donc c'est la dernière arrivée dans l'équipe. Cette psy, je l'ai rencontrée, elle existe, je pourrais même vous donner son nom. Elle travaille dans le service d'ailleurs que Marion dirige aujourd'hui, même si c'est un homme qui en est à la tête. Bon, personne n'est parfait, que voulez-vous. Mais Marion, donc là, dans les derniers livres, depuis Dérapage, elle est à la tête d'un office qui s'appelle OCRVP. Alors les acronymes policiers, c'est imbuvable. On vient de nous créer l'OFAS, là, l'office pour les stupes. Pour les stupes. Donc avant c'était l'octrice, c'était pas mieux. Mais là, elle est à l'OCRVP, Office central de répression des violences faites aux personnes, qui est un office de la DCPJ. La Direction centrale de la police judiciaire, qui traite justement de ces gros dossiers, donc qui ont récupéré, par exemple, l'affaire Mouzin, elle est chez eux, l'affaire de la petite Fiona, qui n'est toujours pas complètement résolue. Ce qu'on appelle les cold cases, les dossiers froids. Alors, c'est pas vraiment des cold cases, parce que cold case, c'est les affaires froides, alors que ce sont justement des affaires pour lesquelles on ne veut pas qu'elles se refroidissent. Qu'elles gèlent, voilà. Parce que tant qu'on fait quelque chose dans ces dossiers, on n'a pas la menace de la prescription judiciaire, qui est vraiment le pire de tout. Parce que imaginez aujourd'hui qu'une affaire qui a 30 ans, je pense plus de 30 ans, je pense à une affaire de la petite Sabine Dumont, par exemple, qui est une petite fille qui descend un jour chez elle, qui dit à sa mère « Maman, j'ai besoin de créer une couleur ». Sa mère lui dit « Non, tu ne vas pas y aller toute seule, à la papeterie ». Mais si, mais c'est pas loin, c'est à côté. Finalement, sa mère la laisse aller. Et puis, la gamine ne revient pas et on la retrouve le lendemain assassinée, nue au bord d'une route et violée, bien sûr. Bon, et donc, depuis 30 ans, les enquêteurs sont sur ce dossier. Il y a un ADN, parce qu'il y a eu viol, donc il y a un ADN. L'ADN est dans la machine, dans le FNAEG. Et tant que les enquêteurs seront vivants, ils maintiendront ce dossier vivant aussi, à savoir que périodiquement, ils vont faire un acte de procédure, ils vont réentendre un témoin, ils vont chercher quelque chose, ils vont relancer la machine pour que la prescription judiciaire ne tombe pas. Parce que si un dossier n'est pas résolu et qu'il est prescrit, c'est fini. Le gars peut passer devant vous 3 fois et vous dire « Oui, c'est moi qui l'ai tué », vous ne pouvez plus rien y faire. Voilà. C'est un principe de droit, c'est comme ça. Ça profite à tout le monde et c'est très bien. Notre droit est plutôt bien fait. Mais là, en l'occurrence, il faut quand même des gens qui puissent suivre ça. Et les services d'enquête, au quotidien, ils ont plein de choses à faire. Ils ont toujours des affaires nouvelles. Donc cet office, il prend en charge ces dossiers, pas que ceux-là d'ailleurs, parce qu'il a d'autres activités, notamment les réseaux de pédopornographie, sur Internet, entre autres. Mais ils s'occupent de ça. Ils ont l'affaire du pont de Ligonnès, par exemple. Ils ont l'affaire... tous ces dossiers dont on se dit, ça y est, c'est fini, ce sont des cold cases. Justement, non. C'est pas l'appellation ne convient pas, là. Et pour pouvoir travailler et voir parfois les choses sous un autre angle que le seul angle de l'enquête factuelle. Voilà, ça, le verre est là... Il y a 2 verres sur la table quand vous faites des constatations. Le psy, lui, il va arriver, le psychocriminologue, il va arriver avec une autre vision. Il va peut-être voir dans le fait qu'il y a un verre moins plein que l'autre. Il va peut-être voir une
une indication que le policier, lui, ne veut pas se permettre. Donc ils sont 4 psy. Ils sont 4. Et la jeune femme là, qui me sert de modèle pour Alix de Claverie, elle fait partie de ces 4. Et voilà. Bon, alors c'est moins spectaculaire que ce qu'ils font, est moins spectaculaire que dans mes livres, parce que moi, il faut quand même que que ça dépote, voilà, qu'il y ait le page turner, qu'il faut qu'elle fasse des choses, qu'elle se mette un petit peu en danger, sinon c'est plouf plouf, hein, on va s'ennuyer. Mais c'est un personnage important que j'aime bien. Que doit-il se passer dans votre tête? Quel déclic pour que vous ayez envie d'en faire une histoire? Alors c'est très variable. Vous citez Sex Doll. Alors on va parler de Sex Doll. Ça se passe dans un hôtel de passe moderne, 2.0, on va dire. Oui, enfin avec des poupées en silicone. C'est hôtel de passe 2.0. C'est pas l'hôtel de passe qui est 2.0, c'est l'accès à cet hôtel de passe, puisque on ne prend les rendez-vous que par Internet. Encore une fois, Internet intervient là dans différents domaines. Alors celui-ci, celui de la sexualité, on va dire, et aussi de la prostitution, puisqu'il est beaucoup question de cette nouvelle forme de prostitution, de ces nouvelles formes de prostitution dans le livre, de prostitution des jeunes, entre autres, qui se fait un peu maintenant de façon banale, quoi. Les filles banalisent un peu leur corps, les garçons, voilà, ils s'abreuvent de vidéos porno dès le plus jeune âge, donc évidemment ça va un petit peu fausser les règles du jeu. Et moi, comment ça vient, cette histoire? C'est qu'un jour, j'ouvre le journal, Le Parisien, hein, et puis je lis un article sur l'ouverture à Paris d'un établissement de plaisir. Alors, on ne peut pas dire que c'est une maison close, parce qu'elles sont interdites depuis 1946, mais c'est comme ce qu'on appelait autrefois les clandés, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans un appartement, va permettre à des gens de se livrer à la prostitution et va en tirer quelques bénéfices. Sauf que là, les pensionnaires sont des poupées. Sont des poupées de silicone. Alors évidemment, moi, je suis comme tout le monde. Je dis, quoi? C'est quoi ce truc-là? Donc il y en a même une qui s'est ouverte dans votre ville, là. Oui. Par la suite. Oui. Voilà. Elle est fermée? Ça n'a pas duré longtemps. Je ne sais pas pourquoi il a fermé, d'ailleurs. Parce que je crois que c'était pas rentable, d'après ce que j'ai lu. Et là, donc, c'est à Paris. Et je me dis, tiens... Alors, pourquoi le journal en parle? Parce qu'il y a eu une polémique qui est née, je crois que c'est au sein du conseil municipal de Paris, par un groupe politique qui a soulevé le problème en disant « Mais comment? C'est scandaleux !» C'est scandaleux. Alors, c'est pas scandaleux en tant que tel, parce que, il y a longtemps que ces établissements existent. Ce qu'ils trouvaient scandaleux, c'était qu'ils y étaient quand même allés voir de près, parce qu'ils avaient remarqué que les poupées étaient petites et qu'on pouvait se confondre avec des enfants. Voilà. Ça pouvait donc avoir quelques relents pas très sains de pédopornographie. Et ils voulaient absolument faire fermer cet établissement. Quand vous voyez l'article, la machine se met en route dans votre tête et vous vous dites, tiens, là, il y a quelque chose d'un roman, ça se fait tout de suite ou ça mûrit, ça vous revient de temps en temps? Oui, alors, c'est pas tout de suite l'idée du roman qui apparaît, c'est le fait de société qui me... C'est l'événement en tant que tel, c'est ça qui m'interpelle. Alors qu'un groupe politique s'en empare, je me dis, il y a peut-être quelque chose derrière, ils sont en train de se tirer la bourre avec un autre groupe. Enfin, il y a toujours des relents, pas forcément très, très sains dans ce monde-là non plus. Et puis, donc, voilà. Et puis, je me dis quand même, c'est quoi cette affaire? Donc, je suis pas sûre à ce moment-là qu'il y ait le sujet pour un roman. Je suis juste curieuse, donc je vais chercher à en savoir plus. Et qu'est-ce que je fais pour en savoir plus? Je vais voir mes collègues. Ah oui, vous avez toujours le contact. Parce que j'ai toujours mes petits sésames. Hein.
J'ai toujours des contacts. Donc vous êtes toujours nourri par ce qui se passe aujourd'hui dans la police. Ah bah oui, bien sûr. Parce que, alors là, j'y vais, je rencontre je vais voir mon collègue qui s'occupe du proxénétisme, qui me dit bon, non, oui, il me dit bon, on a regardé un peu quand même l'affaire parce que donc il avait envoyé 2-3 gars pour voir ce que c'était, pour voir comment ça se passait. Bon, légalement, il n'y a rien rien n'est contraire à la loi dans cette affaire-là. On peut monter une salle de jeu, hein, on peut jouer à ce qu'on veut. À partir du moment où ça ne se passe pas en public, où ce n'est pas... Si c'était sur la voie publique encore, ça pourrait choquer évidemment les bonnes mœurs, mais ce n'est pas le cas. Et puis voilà, puis c'est tout. Il me dit pour moi c'est un non-événement, mais on commence à parler d'autre chose, on commence à parler de prostitution, on commence à parler, il me dit intéresse-toi plutôt à ça, regarde. Alors il me montre des sites que l'on ferme et qui renaissent sous une autre forme avec des 90 000 ou 100 000 annonces avec des filles toutes plus belles les unes que les autres, qui se disent toutes majeures et qui sont pour beaucoup mineures, évidemment. Et donc il me dit ça c'est un vrai problème, ça c'est un vrai sujet. Mais je reste quand même sur mon idée des poupées. Donc j'ai creusé, j'ai été voir un peu ce qui se passait ailleurs, j'ai été voir comment on les utilisait dans d'autres pays, en Hollande, et puis surtout en Asie, parce que c'est là que le berceau de la poupée en silicone. Et avec vraiment une évolution extrêmement... incroyable. C'est incroyable, c'est très interpellant, quoi. Avec des mecs qui ne se marient plus, avec des femmes, parce que ça leur coûte trop cher, ils préfèrent avoir une poupée à domicile. Et d'ailleurs, justement, j'ai beaucoup plus le sujet. Quand on creuse ça, on se rend compte que ce n'est pas uniquement sexuel. Moi, je l'ai appelé sex doll parce que c'était plus accrocheur. Le titre était plus parlant, mais en réalité, souvent, ce sont des compagnes. Ils les vivent comme des compagnes. Et alors aujourd'hui, il y a un pas de plus qui a été franchi parce que, il y en a plein. Hein, elles parlent. Alors évidemment, elles leur disent que des choses qu'ils ont envie d'entendre, hein, messieurs. T'es le plus beau, t'es le meilleur amant. Et puis quand elles en ont marre, ils la mettent dans un coin. Comme ça, ils ne l'entendent plus. Alors j'ai vu des clients aussi. J'ai vu des gens j'ai vu le tenancier, j'ai vu... Et voilà, des gens qui m'ont expliqué un petit peu leur démarche, pourquoi ils allaient faire ce genre de choses. Et puis il y a aussi, vous savez, du coup j'ai découvert les bébés en silicone aussi, hein, ce qu'on appelle les reborn, avec les femmes qui ont, principalement des femmes, il y a des hommes aussi qui en ont, mais beaucoup de femmes, qui expliquent que quand leurs enfants ont grandi, elles se sont senties inutiles, donc elles achètent des bébés en plastique, elles leur donnent le sein, elles les changent, elles les baignent, elles les promènent au parc, elles se rencontrent entre elles, comme les mecs au Japon, avec leurs femmes en silicone. Ils se baladent avec ? Ils se promènent avec, ils échangent beaucoup sur des forums, les adresses où trouver des vêtements, les bijoux... Voilà, il y a un vrai... Si on revient au roman, enfin on y est toujours, oui. Quand vous vous mettez derrière l'ordinateur et vous commencez à écrire, vous avez une grosse structure en tête déjà ? Parce que là, vous vous êtes quand même beaucoup renseigné en l'occurrence sur le sujet. Donc quand vous écrivez, c'est parti, quoi. C'est une sorte de flux. La phase d'enquête, c'est la plus longue, c'est la plus intéressante aussi. Hein. Pour moi, c'est la plus passionnante. Et puis petit à petit, les choses se mettent en place. Bon, alors là, quand même, je suis dans un roman, je suis dans un polar, donc il faut que je mette des éléments du polar. Donc il faut que j'ai un tueur, il faut qu'il y ait des morts, parce que sinon, c'est pas un polar. Il faut que ce soit un peu crade aussi, quand même, parce que sinon on va dire oui, mais ça ressemble trop à du feel good. Donc non, il faut qu'il y ait l'intrigue, et puis il faut tout ce que les codes, en gros, même si j'aime pas trop le mot pour la littérature,
Mais il faut quand même que tout ça soit ça. Quand quelqu'un me dit, comme tout à l'heure, je suis dans votre livre là et je n'avais pas envie de dormir, il fallait que j'aille dormir ou que je vois dans le métro des fois un monsieur qui rate sa station parce qu'il a le nez plongé dans mon livre, je me dis bon j'ai au moins réussi ça. Voilà. Après le reste c'est une autre histoire. Il est 20h15, le temps est passé vite. Est-ce que vous avez des questions pour Daniel Thierry, peut-être ? Qu'est-ce qui vous manque Alors, qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui ne vous manque pas de votre métier ? Alors, ce qui me manque, ça me manque plus vraiment, parce que je l'ai compensé par autre chose. Ce qui m'a manqué au début, c'est le groupe, c'est l'ambiance, c'est les gars, c'est les filles, avec leurs problèmes, hein, parce que les derniers services que j'ai dirigés, c'était des énormes unités et autant de problèmes. Un gars, un problème, hein, à peu près, au quotidien. Voilà, donc je passe sur les gros problèmes, les grosses cathars, les suicides et autres affaires qui tournent mal. Et bon, ça, parce que c'est un petit peu le lot, malheureusement, de ce métier. Mais ce qui m'a manqué, c'est l'effet groupe, quoi. C'est l'adrénaline, la chasse. Alors la chasse aussi, la traque, ces heures qu'on passe, des fois pour rien, parce que des fois, le gars qu'on attend, il est parti faire autre chose et il reviendra ou pas. Et puis cette notion aussi, on a cité tout à l'heure le mot de héros ou héroïne. Moi, je n'ai pas d'héroïne dans mes livres. J'ai que des éléments de groupe, parce que il n'y a pas de héros. Pour moi, les héros sont des gens qui sont morts, et dans la vraie vie, il n'y en a pas. Et ce qui ne vous manque pas ? Alors, ce qui ne me manque pas, c'est tout le reste. Voilà. La paperasse. Oui, la paperasse, c'est les emmerdements, quoi, parce que quand même, ce qui ne me manque pas, c'est les chagrins qu'on peut avoir, c'est les ratages, c'est l'intervention des instances qui n'auraient normalement pas à mettre leur nez dedans. C'est tout le reste. En réalité, c'est ce que j'ai oublié. Hein, c'est ce que je me suis empressée d'oublier. Voilà. J'ai lu, vous avez dit, quand on est dans la police, il faut s'investir sans dépasser une certaine limite. Faut se dire qu'on est là finalement pour appliquer la loi, oui, et pas plus. Oui, c'est ça. Sinon, on y risque un peu sa peau. On risque tout, on se brûle les ailes déjà. Et puis, c'est ce que je m'évertuais d'ailleurs. Quand une époque, je faisais des jurys de recrutement. Et c'était la première question que je posais aux gens, c'est qu'est-ce que c'est pour vous ce métier ? Si on me disait, moi je veux que l'ordre règne, moi je veux que... Voilà, je disais non, celui-là, ça ne va pas le faire. C'est un métier. Voilà. Il faut qu'on le vive comme un métier, il faut qu'on le vive avec ses plus, ses moins. C'est comme une infirmière qui va pleurer sur le sort des malades, ou qui ne va pas pouvoir se remettre d'un patient qui est décédé au cours de la nuit. Il faut qu'elle réfléchisse à ce qu'elle fait. Parce qu'elle se met en danger, elle met son entourage en danger. Et puis elle met aussi le groupe dans lequel elle est, au boulot. Mais il faut toujours... il y a une expression qui est... Il faut toujours, dans quelque situation que l'on soit, faire 3 pas en arrière pour se dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà. Et puis il faut avoir une vie privée d'aplomb. Ça, on ne choisit pas toujours, c'est vrai. Mais en fait, quand ça arrive, moi je dis j'ai 50 ans de police et 50 ans de mariage. Ah oui. Donc bon, ça n'a pas été forcément un long fleuve tranquille, parce que bon, j'ai quand même mon caractère. Hein. Et mauvais caractère, disait ma mère. Mon mari ne le dit pas parce qu'il ne se permettrait pas. Mais quand même, bon, c'est important. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est d'être avec quelqu'un qui
qui comprend ce que vous faites, qui ne vient pas trop se mêler de ce que vous faites, et qui va vous laisser, qui va laisser les choses se faire, mais qui va être là quand il faut. Si ça ne vous dérange pas de rater des stations de métro, mais si tout simplement vous aimez les polars, lisez ceux de Daniel Thierry et les histoires d'Edwige Marion. Merci beaucoup d'être venu. C'était passionnant échange avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et la librairie Doucet est là pour vous permettre de vous procurer quelques-uns des livres de Daniel Thierry qu'elle va dédicacer maintenant. Merci infiniment. Merci beaucoup.